En décembre 88, l'Arménie a été ravagée par un effroyable tremblement de terre, créant un grand nombre de victimes, et dont certaines avaient besoin de dialyse. Or, la dialyse était inconnue en Arménie, et la société médicale a lancé un appel à l'aide internationale. Et c'est à la suite de cette demande que j'ai été contacté par le président de la Société suisse de maladies rénales pour mettre sur pied une équipe d'intervention de dialyse qui parte avec un service clé en main. C'était juste un matin, je faisais les consultations, les patients à l'hôpital pédiatrique numéro 3 et j'ai senti qu'il y a un tremblement de terre. Mais à ce moment-là, personne ne savait pas qu'est-ce qui se passe. Parce que le bâtiment où je travaillais, c'était 9 étages et il est tremblait, était dangereux. Madame, Monsieur, bonsoir. Combien sont-ils ensevelis sous les décombres, respirant peut-être encore dans ces petites villes du nord de l'Arménie soviétique, ravagées hier par un terrible tremblement de terre? L'ampleur de la catastrophe est telle qu'il est impossible pour le moment d'évaluer le nombre de morts, mais ils se compteront sans doute par dizaines de milliers. Et juste dans quelques temps, on a appris que c'était très grave tremblement de terre à Spitak et Gyumri. Et juste ce moment, on a fait une réunion avec les chirurgiens, les orthopèdes, et les réanimatologues, et les médecins de soins intensifs, des anesthésistes, les choses. Et on a pris décision d'organiser 3 groupes. Mais le ministère de la Santé m'a demandé de ne pas partir Gyumri parce qu'il n'y a pas aucune possibilité là d'aider dans l'hôpital. Et on a demandé de partir à Maralik, où il y a un petit hôpital, c'est avant de Gyumri. Alors, quand je suis arrivé à Maralik, j'ai vu que c'était terrible. Bien sûr, beaucoup de patients blessés. Et, en même temps, on pouvait seulement donner aide urgente et envoyer en Yerevan. Alors, matin, je suis rentré à l'hôpital et je peux vous dire, moi, je restais 21 jours à l'hôpital. Et je ne pouvais pas même aller à la maison pour changer des habits, les choses. Alors, je restais à l'hôpital. Nous avions plusieurs problèmes, bien sûr, parce que c'était énorme quantité de patients et l'enfant blessé. Et chez nous étions un hôpital pédiatrique et pour ça. Mais la chose qu'on a appris, nous ne pouvions pas sauver les enfants qui avaient crash syndrome, et à cause de crash syndrome qui avait insuffisance rénale aiguë. Et on a perdu les enfants à cause qu'on n'avait pas dialyse en Arménie. Et à ce moment-là, j'ai appris qu'il y a un médecin de Suisse qui est arrivé et qui veut rencontrer avec moi. Il a dit que lui, il est Dr Bernard, Jean-Pierre Bernard, et que Société Néphrologie de Suisse, on a pris décision d'envoyer lui en Arménie avec une infirmière, Teresa Rondet. Voilà, 28 ans, on était ici, il y a 28 ans. À l'arrivée à l'aéroport de Erevan, il y avait un
un énorme chambardement. Il y avait tellement d'avions de secours qui atterrissaient venant du monde entier que les avions n'arrivaient même pas à aller sur le tarmac. Ils devaient débarquer sur la piste. On avait prévu 2-3 autres infirmières, mais l'Union soviétique ne nous a pas accordé les visas pour autant de monde. Et on a juste pu s'assurer la collaboration d'un technicien de dialyse de l'hôpital de Lille-à-Perrin. Et nous avons dû, déballer nos affaires de cet avion avec des soldats russes et arméniens, mais surtout des Russes qui nous ont aidés à décharger. À tout décharger notre matériel. Hein. Tu te souviens de ça? Oui. Ils avaient des Kalachnikov là pour surveiller l'aéroport, mais à un moment donné, ils ont basculé leur Kalachnikov dans le dos et puis ils sont mis à nous aider à vider l'avion qui nous avait acheminé avec tout notre matériel. Eh ben, on s'est retrouvés dans un hôpital pour des enfants, alors que j'avais dit tout en dialyse, mais pas des enfants. Et cet hôpital était complètement délabré, alors qu'il n'avait que 5 ans d'âge. Il était vraiment à bout de souffle. Et puis d'abord, il a fallu installer une pièce pour pouvoir dialyser, parce que c'était vraiment délabré, quoi. Donc Dr Ara, il connaissait rien en dialyse, mais il était urologue, chef médecin de l'hôpital. Et il nous a logés dans sa physiothérapie. Il y avait 3 lits et on a pu s'installer là avec le technicien qui était avec nous, tous dans la même chambre. Nous étions bien sûr très heureux parce qu'on avait besoin de ça et on a commencé à aider les enfants. Il n'y avait évidemment aucun équipement de dialyse, c'était le motif de l'appel qui avait été lancé. Le pays disposait pour 3,5 millions d'habitants de 3 machines de dialyse qui étaient bien sûr réservées à la nomenclatura et en tout cas pas à la pédiatrie. Donc nous avions amené un centre de dialyse clé en main avec tout l'équipement, pas seulement les machines, mais le matériel de perfusion, les seringues, les solutions de rinçage, les filtres, enfin tout ce qui était nécessaire pour la dialyse a dû être amené. Notre premier patient, je m'en souviens très bien parce qu'il nous a causé beaucoup de soucis, était un garçon d'une dizaine d'années nommé Zorab, qui avait été écrasé dans son école dans la région de Gyumri et qui avait eu un écrasement des muscles des cuisses, tel point qu'il avait fallu faire des entailles pour libérer la pression et diminuer l'impact de ses conséquences sur le rein, puisque les reins étaient bloqués par la myoglobine dégagée par l'écrasement musculaire. Ara nous a tout de suite paru comme un homme absolument exceptionnel, avec d'une humanité, d'une disponibilité, d'un attachement aux enfants qu'il soignait, qui nous a beaucoup impressionnés, et le courant a très très vite passé entre lui et nous. La communication était relativement facile, il avait appris le français à l'école bien des années auparavant. Effectivement, la communication n'était pas simple du fait que je ne parle pas arménien, mais j'avais fait un petit lexique entre la traduction française-arménien. Je me suis débrouillée un peu avec ça, mais aussi les Arméniens, Arméniennes parlent facilement une deuxième langue, soit un peu l'anglais, soit un peu l'allemand. Et on s'est débrouillé comme ça. On a compris que, oui, on a aidé les enfants avec problèmes aigus, mais en général, restait le problème pour les enfants avec insuffisance rénale chronique. Et à cause de ça, on a pris décision avec Jean-Pierre et après Ernest qu'il faut créer un programme de développement néphrologie et dialyse. Mais après, on a travaillé avec la Suisse et la Belgique, on a pris décision d'ajouter transplantation rénale aussi.
Et à cause de ça, nous sommes partis en Europe, en Belgique et en Suisse. Et on a envoyé les médecins et les infirmières pour apprendre la technique de dialyse, transplantation rénale, néphrologie, biopsie. Et on a commencé jumelage entre les hôpitaux, l'hôpital de Porrentruy, l'hôpital de Zurich, hôpital université de Zurich et l'hôpital d'Antwerpen, Anvers, en Belgique. Et voilà, cette collaboration triangulaire, on a commencé juste en 88, ça veut dire les choses urgentes, mais on continue jusqu'à maintenant, c'est environ 28 ans. À l'heure de la catastrophe, les enfants sont encore à l'école. Les mères sont à la maison et préparent le repas de midi. Quelques minutes plus tard, ils seront ensevelis sous les décombres. Les villes de Leninakan, Gyumri, Kirovakan, Vanadzor et Spitak sont presque entièrement détruites. Les zones touchées sont très étendues et la densité de population y est très élevée. Ce tremblement de terre est le plus meurtrier du siècle. Une secousse de 6,9 sur l'échelle de Richter a ébranlé le nord-ouest de la République soviétique d'Arménie. 4 minutes plus tard, un second séisme de 5,8 est ressenti. En 8 secondes, la Terre s'ouvre sur une longueur de 20 km. Le bilan est épouvantable, entre 25 et 30 000 morts. Certaines estimations avancent 100 000 victimes. Près de 50 000 blessés et handicapés à vie, plus de 530 000 sans-abri. Nous avons rencontré Ovzeb Khatchatrian, témoin du séisme. Et donc dans la poussière, on cherchait, moi j'ai cherché ma femme, les 3 frères, mon frère cherchait sa femme et sa fille, mais on n'a pas trouvé. C'était un champ désertique et sur le champ désertique, les Russes ils ont commencé à construire des maisons. Et après le tremblement de terre, 2-3 ans après, c'est l'État qui a donné un appartement 3 pièces à Hovsep et à ses 3 enfants. Maintenant, il habite avec son 3e fils et sa retraite c'est 40 000 drams. Հիմա ես փոքր տղա եմ ապրում, աղջկաս էլ ամուսնացրել են, հիմա թոշակարու եմ, ստանում եմ 40,000 դրամ թոշակ. Gyumri est la capitale et la principale ville de Mars de Chirac, au nord-ouest de l'Arménie. Avec ses 150 000 habitants, elle est la 2e ville de l'Arménie après la capitale Erevan. En 2016 encore, des ruines jonchent le centre-ville et l'on estime que 1500 familles n'ont pas trouvé de toit digne de ce nom. Les jeunes étant partis chercher du travail en Russie, la ville a surtout gardé des femmes seules, des enfants et des personnes âgées. La mise à disposition de nouveaux logements laisse encore sur les listes d'attente plusieurs familles qui devraient à leur tour être logées. Sur la place, la statue du chanteur français Charles Aznavour, originaire d'Arménie. Son implication dans la reconstruction de la ville lui a valu cet honneur. Ici, les restes et ruines de l'ancienne demeure de la police et sécurité du KGB au temps de l'Union soviétique.
Puis, en 1988, ce bâtiment fut endommagé. On le restaure actuellement et il va devenir le centre culturel de Gyumri. Et on y ajoutera aussi un grand immeuble qui portera le nom de Hôtel de Paris. Le district de la vieille ville que nous venons de voir et que les habitants appellent par le nom d'origine de la ville Koumeyri, des 18e et 19e siècles, est un des seuls endroits du pays où il est possible de visiter une ville arménienne typique de cette époque. On vient maintenant à le centre, la place principale de Spitak. On avait construit une nouvelle place. Vous voyez, on voit en face les rayons du soleil, on voit Sainte Mère de Dieu. Il s'appelle Mardoum. Aujourd'hui, il a 64 ans. À l'époque du séisme, il avait 36 ans. Դուք փրկված եք, Ես տատին եմ ելել, ոչ սաբիրավոր է, գործի տեղն եմ մնաց։ Il était որտեղ էիք աշխատում։ Շշկոպի, Որ? Շշկոպի, Հայկո բազա։ Ah oui, il travaillait dans une usine, l'usine elle était détruite et il est resté au-dessous des pieds et que le pied, la jambe s'est cassé. Իրիկունը ժամի 8-ին։ On a eu le tremblement de terre midi moins le quart. Le soir à 8 heures, on levait que de la fosse. Ձեր ընտանիքից էլի անդամներ Ինձ կային։ էլ էր մնացել, կինս Փրկվել է։ չէ։ Մի տարի ապրեցում հացավ, խփել էր։ Ma femme aussi qui Panel était khapeli. sous des panels, sous des pierres, un an après le tremblement de terre, parce que c'était la tête était endommagée complètement. C'est pour cela, un an après le séisme, elle était morte. Il s'appelle Edouard, Edic. Sa femme, elle travaillait dans le tribunal et elle était enceinte quand elle est morte pendant le séisme. Un de mes enfants était à la maison et ma femme, elle était enceinte. Donc j'ai perdu ma femme avec l'enfant et et ma fille qui était à la maison. Il s'est remarié et il a encore 2 enfants. Il y a aussi des secousses, ça arrive de temps en temps. C'est devenu donc d'habitude parce que le plus difficile, on a surmonté. Plus d'un quart de siècle après, les cicatrices du tremblement de terre s'estompent. Spitak, épicentre du séisme, et bourgade martyre, a un nouveau centre-ville, qu'importe. Autour de la place centrale, les boutiques ont un nouveau pignon sur rue. Dans cette région parcourue par la faille qui court de l'Inde à la Turquie, toutes les horloges se sont arrêtées à 11h41. Le sol marqué à tout jamais par de cicatrices indélébiles, la région entière se relève et se redresse peu à peu. Grâce à l'aide internationale, des cités et lotissements sont reconstruits. Le dispensaire de la Croix-Rouge et la maison de Sœur Teresa, située à l'entrée principale de Spitak, sont ancrés là depuis et ont pour fonction l'aide médicale, mais surtout psychologique, la reconstruction morale et l'insertion dans la société des orphelins de cette catastrophe.
La Suisse, à travers ses associations caritatives, a su aussi apporter sa part à la reconstruction et un secteur aujourd'hui porte son nom, Zone Suisse. Bien sûr, l'Arménie, d'un peu plus de 3 millions d'âmes, n'attend pas que l'aide internationale les bras croisés. 14 programmes de réforme sont exécutés pour moderniser les services de l'État appelés à intervenir en cas de malheur. Et tout est passé au peigne fin. Car si le séisme fait figure d'épouvantail numéro 1, ce pays n'est pas à l'abri d'autres risques technologiques, naturels, industriels, voire le réveil du conflit armé avec l'Azerbaïdjan. Et voilà. Oui, voilà le début de l'histoire. Hein. On n'aurait pas imaginé de se retrouver 28 ans après avec un hôpital tout à fait performant, qui n'a rien à envier aux hôpitaux occidentaux. Il faut dire que c'est une exception, hein, en Arménie aussi. Et puis c'est devenu quelque chose d'assez impressionnant. Oui, fantastique.